Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ce double déplacement, celui de deux présidents, l'un en exercice, l'autre ancien. Le Super Tuesday, le Super Mardi, 15 États votent en même temps pour désigner le candidat du Parti républicain. Et la majorité de ces États sont dans une logique winner takes all, c'est-à-dire que c'est le vainqueur qui va ramasser tous les délégués. Les jeux sont déjà faits. Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, n'a pas de chemin vers la nomination. Trump-Biden en novembre prochain. Il y aura une décision importante à prendre pour Nikki Haley. Est-ce qu'elle va continuer dans la campagne? Ce fameux Super Mardi, sans grand suspense aux États-Unis. 15 États votent aujourd'hui pour les primaires, mais le match semble déjà plié des deux côtés. Donald Trump et Joe Biden étant quasi assurés d'être candidats de leur parti à la présidentielle en novembre. Oui, et parlons vrai. Alors, est-ce que pour vous, la messe est dite et que la finale sera Biden-Trump comme en 2020? Pour vous, qui sera le futur vainqueur? Est-ce un non-choix vu l'âge des candidats et les problèmes de santé de Biden? Super Tuesday, Biden-Trump, qui serait le meilleur président pour les USA? Vous dites Trump à 97%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Olivier Piton est avec nous, avocat français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de ce livre, Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. On revient avec vous dans quelques instants, maître. En attendant, Philippe Bilger. Si vous le permettez, je vais poser, mais maître Piton y répondra tout à l'heure, deux questions très rapides. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que maître Piton, à chaque fois qu'on parle des États-Unis, a son rond de serviette à Sud Radio. Non, mais il peut répondre tout de suite, on va gagner du temps. Parce qu'il est sur place. Alors, en plus, deux questions rapides, maître Piton. La première, est-ce que la personnalité de Donald Trump fait que elle résiste à tout ce que ses partisans pourraient lui reprocher sur le plan judiciaire et plus globalement sur le plan moral? Deuxième question, seconde question, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver pour Biden à un président qui a un bon bilan globalement, mais dont la sénilité traduite par un certain nombre de dysfonctionnements risque de le faire perdre? Alors, ce sont deux questions qui sont effectivement récurrentes dans le débat américain depuis des années, et donc vous avez parfaitement raison de les poser. La première, pour répondre très rapidement, ça fait depuis 2015-2016 que la base électorale de Donald Trump n'a pas bougé d'un iota. Elle est en fer forgé, elle est en béton. Il n'y a aucune baisse significative du soutien de la base qu'on appelle la base MAGA ici aux États-Unis vis-à-vis de Donald Trump. MAGA, Make America Great Again, qui était le slogan de Trump, pour l'expliquer. Voilà, absolument. Et qui est aujourd'hui doublé par un autre slogan qui est issu des ennuis judiciaires que connaît Donald Trump, qui est Too big to rig, qui signifie trop grand pour être manipulé, c'est-à-dire trop grand pour être exfiltré par la justice. Et d'ailleurs, on pourra peut-être revenir sur la décision de la Cour suprême d'hier, parce que ça a un lien. Donc, pour répondre très rapidement à votre première question, oui, Donald Trump peut toujours bénéficier de cet énorme soutien de sa base. La question qui va se poser pour lui, c'est de savoir s'il va pouvoir mordre vers les couches des électeurs indépendants, ce qui est absolument indispensable pour obtenir la victoire. Mais en tout cas, cette base-là lui a permis en particulier de défier et de battre Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, dans un mano à mano qui n'était pas forcément à la faveur de Donald Trump au début, et il l'a largement emporté. Et donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'il va se faire lâcher en dépit de ses ennuis judiciaires, c'est de savoir s'il va pouvoir élargir son camp électoral. Et quant à la deuxième question, très rapidement, c'est le sujet numéro 1. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, Philippe Bilger, de souligner que finalement le bilan économique de Joe Biden est bon. Pour être tout à fait honnête, il dépendait aussi du bilan précédent. C'est toujours un travail d'équipe ou une sorte de continuité chez les Américains. Mais en tout cas, il a un bon bilan. Lui dit qu'à un moment ou un autre, les Américains se rendront compte que le bilan économique est bon et donc voteront pour lui. Ça n'est pas du tout sûr. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le principal sujet d'interrogation des Américains devant même la crise migratoire à la frontière sud, c'est l'âge de Joe Biden. Et je termine là-dessus. Aujourd'hui, la bataille sur l'âge de Joe Biden, cette bataille-là, elle est portée par la gauche, elle est portée par les démocrates. Ce sont eux qui, voyant les sondages, sont en train de tenter, en dernier recours, l'exfiltration de Joe Biden avant qu'il ne soit trop tard.
Le New York Times l'a encore montré il y a 2 jours par un sondage terrible à l'égard de Joe Biden. Oui, Olivier, bonsoir, c'est Françoise Degbois. Comment dirais-je, j'entends ce que vous dites. Moi, je suis désespéré de voir toute l'offensive des gens comme Alexia Ocasio-Cortez, parce qu'en fait, c'est tout ça, c'est toute la branche. C'est très à gauche du Parti démocrate. Enfin, elle est très à gauche, donc c'est du centrisme. Non, j'exagère. Non, c'est une vraie militante. C'est une vraie militante activiste, mais c'est toute cette ligne-là. On peut aussi en vouloir un peu, Olivier, vous pouvez le dire. Moi, je suis de sensibilité démocrate, bien sûr, plus que ça d'ailleurs. Mais on peut aussi en vouloir à Joe Biden de ne pas avoir organisé sa succession dès le départ. C'est-à-dire qu'il a coupé les ailes immédiatement à tous les gens qui auraient pu être le suppléer, changer de candidat, changer de cheval au milieu de la course. C'est juste impossible. Et moi, je suis très pessimiste. J'ai une partie de ma famille qui vit vraiment aux États-Unis, qui est démocrate, etc. Pour eux, de toute façon, la messe est déjà dite pour novembre, à cause des problèmes, justement, de Joe Biden avec, je le redis, est-ce que vous le sentez, ça m'intéresse de le savoir, cette petite colère de l'électorat démocrate qui ira quand même voter Biden, mais qui trouve que vraiment, il aurait dû préparer sa succession il y a déjà 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Olivier Piton. Plutôt que de colère, je parlerai de lassitude. Il y a une grande lassitude du côté des électeurs démocrates, mais ils ont aussi une part de responsabilité. Je vous explique pourquoi. Depuis à peu près 1 an et demi, on a posé la question à de nombreuses fois via les sondages aux électeurs démocrates qui ils souhaiteraient. D'abord, première question, souhaitent-ils que Joe Biden se représente? Et là, très massivement, il y a une réponse négative. Mais quand on leur pose la question, on dit mais qui? Bah oui, parce que personne. Et là, il y a encore moins de réponses. Et au bout du compte, on se rend compte que pour les démocrates, le plus petit dénominateur commun reste Joe Biden. Et Joe Biden l'utilise d'ailleurs comme argument de campagne en disant « j'ai été le seul à battre Donald Trump il y a bientôt 4 ans, et donc je suis encore le seul à pouvoir le battre ». Ce qui d'ailleurs est vrai d'une certaine manière, parce qu'aucun autre candidat démocrate ne sort du lot. C'est-à-dire que, pour être tout à fait honnête, il y a quand même une responsabilité partagée. Aucun grand non-démocrate n'a aujourd'hui réussi à percer suffisamment. Kamala Harris, ça concerne aussi Kamala Harris, qui continue à être extrêmement impopulaire, y compris dans l'électorat démocrate. Oui, mais il lui a pas donné les moyens. À apparaître comme une alternative. Mais il lui a pas, Olivier, soyons clairs que dès le début, Joe Biden a castré, c'est pas le mot, mais en tout cas, a muselé Kamala Harris. Il a même pas donné les moyens à Kamala Harris d'être autre chose que cette personnalité que les médias, que les démocrates n'aiment pas. On est d'accord ou pas? Alors, je vais revenir en 30 secondes un petit peu sur les antécédents. La politique, c'est le Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous êtes le féal ou vous êtes le vassal de quelqu'un. Le problème de Kamala Harris, dès le début, c'est qu'elle n'a jamais fait partie de la maison Biden. D'ailleurs, elle n'a jamais fait partie d'aucune maison et qu'elle a été rattrapée pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas pour devenir vice-présidente, qui étaient davantage dues à ce qu'elle représentait qu'à ce qu'elle faisait. Parce qu'elle était sans vouloir nier le travail et les compétences qu'elle avait par ailleurs. C'était très cynique. Et donc, Joe Biden, et surtout l'entourage de Joe Biden plus exactement, n'a jamais eu totalement confiance dans Kamala Harris. Elle ne fait pas partie de la maison Biden, elle ne faisait pas partie de la maison Obama, et elle ne faisait pas partie de la maison Clinton. C'est-à-dire que chez les démocrates, il y a 3 grandes maisons, et elle ne faisait partie d'aucune maison. À partir de ce moment-là, la méfiance entre l'entourage, plus l'entourage que Joe Biden, que vis-à-vis de Kamala Harris, a aussi joué en sa défaveur. Et elle ne réussit pas aujourd'hui à assumer ou à être une sorte d'alternative. Pierre-Yves Martin. Oui, moi, pour faire le lien avec le sondage de Sud Radio, en termes de risque, si on voit par exemple Donald Trump reprendre la présidence, je vois, moi personnellement, je suis pas un fin observateur de la vie politique américaine, mais on voit bien qu'il y a un vrai risque sur le plan international, notamment dans une espèce de rapprochement avec Poutine qui pourrait générer beaucoup de désordres internationaux. Côté Joe Biden, quel est le risque principal s'il était réélu? Est-ce que c'est plutôt sur l'intérieur, sur l'opinion publique intérieure, sur le climat intérieur aux États-Unis, ou est-ce que il peut aussi représenter un vrai risque de perte de vitesse des États-Unis en matière d'influence qui a déjà commencé depuis quelque temps, me semble-t-il?
Alors, très rapidement, sur la partie Donald Trump, moi, je suis assez en désaccord avec mes collègues. Je ne sais pas quelle serait la politique de Donald Trump, en particulier vis-à-vis de la Russie, si jamais il était de nouveau président. Je pense que le constat qui consiste à dire qu'il serait forcément beaucoup plus conciliant et qu'en gros, il acterait l'annexion par la Russie d'un certain nombre de provinces de l'Ukraine me paraît extrêmement présomptueux, tout simplement parce qu'on a quand même 4 ans d'expérience de Donald Trump à la présidence des États-Unis et qu'il s'était montré à l'époque, en tout cas au début, extraordinairement dur à l'égard de Vladimir Poutine, à tel point que les médias russes, à l'époque, on l'a vite oublié, expliquaient que depuis la fin de la chute du mur, depuis 1991, les relations n'avaient jamais été aussi tendues entre les États-Unis et la Russie, et à l'époque, le président des États-Unis était Donald Trump. Donc on ne sait pas comment cela va évoluer, il faut toujours faire la part des choses chez Donald Trump entre l'affichage, la posture politique en campagne et ce qu'il fera une fois arrivé. Quant à Joe Biden, alors là, vous posez une très bonne question et le problème, c'est qu'on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que aujourd'hui, la campagne, elle est totalement binaire et c'est pour ça qu'elle est assez inintéressante. D'un côté, les démocrates tapent sur les ennuis judiciaires de Donald Trump et de l'autre côté, les républicains tapent sur l'âge. D'ailleurs, ce ne sont plus les seuls, mais ils tapent sur l'âge de Joe Biden. Le programme de Joe Biden, le programme économique, que ce soit en politique intérieure ou que ce soit en politique étrangère, on ne le connaît pas. Alors, vous me direz, on est encore au stade de la primaire, on est qu'en mars, on aura le temps de voir venir. Mais répondre à votre question est actuellement extrêmement difficile, tout simplement parce que la qualité des débats n'est pas à la hauteur pour l'instant. Alors, 0826 300 300, une réaction d'Éric qui nous appelle de Gourdon dans le Lot. Bonsoir Éric. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je souhaiterais dire simplement, je suis dans les 98% des gens qui pensent que Trump serait un bon président pour les États-Unis, mais point de suspension. Je pense pas que, honnêtement, que pour les Américains, ce soit le coup gagnant une seconde fois. Pourquoi? Parce que il va tout simplement délaisser l'Europe. Et comme disait l'intervenant juste avant, il y aura des répercussions très sévères. Et je pense simplement une chose, c'est que quand l'Ukraine ne sera plus là, quand les Ricains ne seront plus là, et quand les extrêmes auront la loi, je ne dirai plus n'importe quoi, je parlerai je ne sais quoi. D'accord, ça rappelle Michel Sardou. Olivier Piton, ça le fait sourire. Sur cette relation avec Donald Trump et l'Europe, par exemple. Alors moi, je trouve ça absolument formidable, c'est-à-dire que l'Europe, et en particulier la vision française de l'Europe, c'est quoi depuis le général de Gaulle? C'est de réussir à s'émanciper de la tutelle américaine. On a un président potentiellement, déjà qui a été élu il y a 4 ans et qui pourrait être à nouveau président dans quelques mois, qui prône en tout cas une forme de responsabilisation et d'autonomisation des Européens. Mais c'est génial. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne comprends pas la peur, la crainte qui naît parmi nous. Nous devrions être absolument ravis d'avoir un président qui, d'une certaine manière, nous dit responsabilisez-vous. Et à partir du moment où on arriverait à être un petit peu plus sûr de nous-mêmes, autonomes, à nous responsabiliser, et ça passe par un réarmement, c'est pas pour utiliser le terme de Macron, mais incontestablement, oui, il y a un besoin de réarmer, et de manière concrète. On ne parle pas uniquement de réarmement psychologique, on parle de réarmement en termes de matériel. Eh bien, profitons de cette période de flottement pour réassumer notre vision autonome, à défaut d'être indépendante de l'Europe. Finalement, c'est une très bonne nouvelle pour les Européens. Sérieusement, arrêtez, vous croyez pas à ce que vous êtes en train de dire. Vous savez très bien, voilà, souriez, j'espère. Vous savez très bien que si Trump se désengage de l'OTAN, vous savez très bien que l'Allemagne dépend des États-Unis pour sa défense. Vous savez très bien à quel point l'Europe en dépend. On a Poutine aux portes. On n'a pas un petit dictateur de pacotille aux portes. On a un type. Françoise, non, mais je Olivier, rigole parce que jamais les Américains ne se désengageront. Non, mais vous rigolez. Écoutez, moi, Olivier, il y a la réalité et il y a ce que vous envoyez comme signal. Vous savez très bien que les signaux que vous envoyez à Vladimir Poutine, ce sont des signaux qui comptent. Vous ne les envoyez pas à un type, même à un régime autoritaire. Oui. Vous ne l'envoyez pas à un vrai démocrate. Vous les envoyez à Vladimir Poutine. Et moi, je pense, je suis d'accord avec vous, l'armée européenne, il la faut, etc. Je pense que pour l'Europe, ce serait une catastrophe
catastrophe, Donald Trump, en tout cas, dans un monde déjà chaotique, je pense pas qu'il va ramener le calme. C'est ce que je veux dire, Olivier. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? François, je suis entièrement d'accord avec vous. Je dis simplement que, petit 1, il faut faire très attention au discours de campagne et que les Américains ne lâcheront jamais l'Europe, tout simplement parce qu'ils n'y ont absolument pas intérêt. Donc on est déjà dans un cas de figure qui est un cas de figure purement théorique. Et deuxièmement, je rappelle encore, parce que je veux vraiment être, et là-dessus peut-être que les faits me donneront tort si Donald Trump est réélu, mais le positionnement de Donald Trump en campagne électorale et le positionnement de Donald Trump en tant que président vis-à-vis de la Russie pourrait surprendre beaucoup de monde. Voilà. D'accord, super. Je suis d'accord avec vous. Et il pourrait vraiment être... Il avait été très imprévisible pendant son premier quadrennage, je sais plus comment on dit, son premier mandat. Vous pouviez imaginer qu'il serait à nouveau surprenant s'il était réélu? C'est à partir oui, du vous savez, il a théorisé. On connaissait le rapport du fort au faible, du fort au fort et du faible au fort. Lui a théorisé le rapport du fort au fou. C'est-à-dire que en étant, mais de manière positive, en étant absolument pour l'adversaire dans l'incapacité de lire les positions qu'allait prendre Donald Trump, il rendait la première puissance économique et accessoirement militaire et nucléaire du monde tellement imprévisible que les leaders étaient quand même obligés de prendre en compte le facteur totalement délirant qui aurait pu se produire. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de se dire. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de se dire, Olivier? Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de se dire. Et c'est pour ça que je rajoute la phrase, Françoise. C'est pour ça que je rajoute la phrase, parce qu'elle est importante. Allez, en même temps, on parle du même homme qui n'a pas déclenché une seule guerre pendant ses 4 ans de mandat. Et c'était la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'aucun président américain n'a déclenché un conflit. Il a failli déclencher un putsch et la prise du Capitole. Donc, est-ce que c'est mieux? J'en sais rien. Allez, c'est